Donc bonsoir à tous et toutes. Donc je pense que pratiquement tout le monde me connaît ici, mais pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi je suis un grand passionné de la guerre de 14-18. Je suis avant tout un homme de terrain, comme disait Vincent hier. Le terrain m'a beaucoup appris. Je me suis fixé un secteur. Ce secteur, il démarre de la frontière suisse, il va jusqu'au Sud-Est, après le Hartmann de Swilerkopf, il va jusqu'au Rhin et jusqu'à la citadelle de Belfort. C'est déjà un bon secteur. Donc ce soir, on va faire une conférence sur l'aérostation. L'aérostation, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup connu, qui n'est même pratiquement pas connu du tout. Moi, je suis tombé dedans, vous verrez par la suite comment je suis tombé là-dedans. C'est vraiment le hasard qui a fait que je suis tombé là-dedans. Et bon, j'ai beaucoup appris sur un livre, sur les ballons d'observation, de Joseph Branch, qui lui-même était aérostier, parce qu'il faut trouver des informations quelque part. Et Joseph Branch, c'est également inspiré de Albert Caco, qu'on parlera dans la conférence. C'est vraiment un très grand ingénieur. Parce qu'une guerre, ça ne se gagne surtout avec des cerveaux, pas qu'avec des armes. Et là, je vais pouvoir vous démontrer, parce que chaque fois qu'on fait des visites, le grand public, dans son grand ensemble, les Allemands étaient toujours meilleurs que nous, dans tous les domaines. Ils avaient des bottes, ils avaient des meilleurs uniformes, ils avaient... Sur des choses, oui. Sur d'autres, absolument pas. Là, on est sur une arme, on peut dire une arme. Au départ, on est vraiment à zéro. Et on va tellement progresser rapidement qu'on va devenir en une année les meilleurs au monde avec l'aérostation. Ouais. Donc je vais commencer. Donc ça, c'est l'emblème de l'aérostation. Donc pourquoi aérostation? Aéro en l'air et station stationnaire. Donc c'est l'ocre. L'ocre qui va faire fonctionner les ballons. Donc les ballons, on va démarrer depuis le début. Là encore, c'est une invention française, les frères Montgolfier, qui vont faire un ballon à air chaud. On est à air chaud. Alors c'est la première fois que l'homme va s'élever dans le ciel. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais c'est extrêmement dangereux, puisque le ballon qui est fait, il est fait en toile, recouvert de papier, et pour s'élever, on fait des feux de paille à l'intérieur. Je vous laisse imaginer le danger. C'est pour ça que tout de suite, quelques mois après, la même année, 1700, on va utiliser des ballons à gaz. Des ballons à gaz, malgré que c'est dangereux, c'est beaucoup moins dangereux que la montgolfière. D'ailleurs, la montgolfière, ça va très mal se terminer, puisque ce n'est pas les frères Montgolfier qui vont s'élever, c'est, j'ai un trou de mémoire là, Pilate de Rosier, qui a été pilote. Et il a voulu faire, puisque les Anglais avaient déjà traversé la Manche avec un ballon à air chaud. Mais nous, on a voulu traverser, mais on n'a pas les vents favorables, puisque les vents viennent toujours de l'Angleterre sur la France. Donc ils ont voulu tenter l'expérience, ils ont entendu qu'ils étaient des vents favorables, les vents favorables, ils ont décollé, arrivé au milieu, les vents, ils sont retournés, quand ils sont arrivés, tout a grillé, les gars avec. Donc on s'est vite aperçu que le ballon à air chaud, c'est pas... On sait que l'air chaud monte, mais voilà. Par contre, avec les ballons à gaz, qui vont arriver dans la même année, on a un ballon à gaz, donc là, le ballon à gaz, c'est de l'hydrogène. Ces ballons à gaz, ça permet de s'élever avec beaucoup moins de danger. Et puis on reste plus longtemps. On n'a pas besoin d'un feu de paille, on n'a pas besoin de bois, on n'a pas besoin de tout ça. Donc là, on est toujours dans le civil. Voilà la construction d'un ballon. Donc c'était quand même un sacré travail. Il fallait déjà tout entoiler, après il fallait caoutchouter. Ouais. Mais là, on est toujours sur du ballon à gaz. Ça, c'est pour montrer la fabrication du ballon. Ça, c'est vite parce que... Donc voilà, il fallait quand même... C'était toute une industrie de ballons. Donc ça va durer quand même pas mal de temps, ces ballons à gaz. Et tout de suite, l'armée voit ce qu'elle peut en faire. Là encore, on est pratiquement les précurseurs dans ce domaine. L'armée, elle se dit, c'est très très bien. L'image suivante. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà les militaires qui s'en emparent. Pourquoi? Parce qu'on a plein de places fortes. Et sur les places fortes, on se dit, plus on va monter haut, plus on va voir loin. Ce qui est logique. Donc, c'est déjà le début de l'aérostation. C'est les militaires qui vont avoir ce système-là. Donc, on voit très bien ici qu'ils ont des... Là, on voit qu'ils ont des pigeons voyageurs.
Ça veut dire que depuis leur nacelle, admettons qu'ils sont au-dessus de Belfort, ils peuvent envoyer au fort du Salbert, à Pigeon ou ailleurs. Parce que les pigeons voyageurs, vous savez comment que ça fonctionne. On prend le pigeon dans un endroit, on l'amène dans un autre, on le lâche, il repart à son... Donc ça permet de communiquer. Bien qu'ils ont déjà le téléphone. Ils ont déjà le téléphone. Donc on est quand même des gens modernes à ce moment-là. Voilà. Fabrication d'un ballon, le ballon sphérique, qu'on va avoir, le ballon militaire, qu'on va appeler le type E. Il ne faut pas que je me trompe dans les... Voilà, c'est le type E, 1884. Donc ça, c'est déjà un ballon militaire. Voilà. Regardez les ballons qu'on a. Donc le ballon cylindrique, et il a un très très grand cordage. Et vous allez voir que ça, par la suite, ça va beaucoup nous handicaper. Là, on voit le treuil à vapeur, et tout un ensemble. Mais nous, même si on est moderne, on reste sur nos positions. Maintenant, on va arriver à la guerre de 14. La guerre de 14, ça fait 100 ans que nous, on a des ballons. On sait ce que c'est, les ballons. Mais ce n'est que des ballons de place, qu'on ne déplace pas. Par contre, l'armée allemande, elle sait très bien, elle connaît très bien l'armée française. Le plan Schlieffen, lui, dans les moindres détails, il sait nos capacités, notre force, notre faiblesse et autres. Il n'a pas peur de notre infanterie. Notre infanterie, elle est très bonne, ils n'ont pas peur des soldats. Seulement l'armée allemande, ils sont en avance à ce niveau-là. Eux, ils ont une mitrailleuse pour une section. Nous, on a une mitrailleuse pour une compagnie. Ce qui veut dire qu'au début de la guerre de 14, un régiment, c'est 3000 hommes. Ça veut dire qu'eux, ils ont 60 mitrailleuses, nous, on en a 12. Donc, à ce niveau-là, ils n'ont pas peur. Ils savent que de toute façon, ils sont supérieurs à nous. Le fusil, on n'en parle même pas. Nous, on a soi-disant la meilleure arme du monde, mais eux, ils ont fait un fusil, le Moser, qui est révolutionnaire. Là, ils sont encore meilleurs que nous. Donc, ils n'ont pas peur. Ils savent qu'on peut affronter. Le plan Schlieffen, il était fait dans ses moindres détails. Absolument dans ses moindres détails. Mais ça va aussi leur poser un problème. Parce qu'avec l'assassinat de l'archiduc d'Autriche, ce qui n'était pas prévu, le plan Schlieffen, il prévoyait, je résume parce que sinon ça serait trop long. Le plan Schlieffen, il prévoyait, on prend la France rapidement, tout le petit industriel va travailler pour nous, et ensuite on ira s'occuper à l'Est. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup d'incidents de frontières, le plus proche ici, donc Suard, Chabanat, le caporal Peugeot, puisqu'il fallait détourner toute l'attention, le gros des troupes, les emmener le plus loin possible. Et eux, ils passent par la Belgique. Leur plan, ils prévoyaient, on traverse en 3 jours. Les Belges ont tellement résisté, parce que les Allemands avaient déjà voulu faire un accord avec le roi des Belges. Il a dit, vous nous laissez passer, tout se passera bien. Pas de souci, on traverse, hop, on est en France. 3 jours. Le roi des Belges dit, non, on est un pays neutre, on résistera. Ils ont résisté à 1 contre 400. À 1 contre 400. Ça va changer le cours de la guerre. Puisqu'au lieu de mettre 3 jours, ils vont mettre 3 semaines. Ce qui va faire que nous, ici, là, on s'en rend compte. Donc, on va retirer nos troupes, on va fixer une ligne. Cette fois-ci, on n'est plus sur l'offensive ici, on est sur la défensive. On voyait toutes nos troupes sur la bataille de la Marne. Là, cette fois-ci, on a compris. Donc, les Allemands, ce qu'ils ont peur, surtout ce qu'ils craignent, c'est notre artillerie. Notre artillerie, on a déjà, là au départ, la meilleure artillerie du monde. Nous, on a tout basé sur une guerre de mouvement, tout comme les Allemands d'ailleurs. On était sur une guerre de mouvement, ça n'allait pas durer longtemps. Notre artillerie de campagne, le 75 de campagne, c'est le meilleur canon du monde. Les Allemands, ils le savent. Ils savent qu'ils vont devoir affronter la meilleure artillerie du monde. Donc pour ça, il leur faut un plan. La meilleure artillerie du monde, le canon de 75, il peut tirer jusqu'à 25 coups minutes. Donc cadence normale, 20 coups minutes. Une batterie, c'est 4 canons. 4 canons qui vous envoient 20 coups minutes, ça fait 80 coups minutes qui partent. Si vous tirez avec des obus à balles, imaginez-vous le nombre de balles, à 300 billes par obus. C'est une véritable grêle qui leur arrive dessus. Donc pour eux,
il faut trouver une parade. Ils savent que leurs canons de campagne ne peuvent pas lutter, ils le savent. Donc pour ça, il n'y a qu'une solution. Eh bien, il faut emmener l'artillerie lourde. L'artillerie lourde, normalement, c'est de l'artillerie de place qu'on ne bouge pas. C'est très très lourd. Hein. Donc pour emmener l'artillerie lourde, parce qu'un canon de campagne tire efficace 6 km. Il faut pouvoir détruire l'artillerie de campagne en face de nous. Donc pour ça, on va emmener notre grosse artillerie, nos grosses attirails. Mais l'artillerie lourde, elle qui tire à 12 km, eh bien, il faut des observateurs pour voir. Sinon, on ne sait pas tirer, on ne sait pas où on va. Et on ne peut pas tirer des fils jusqu'en première ligne, puisque l'artillerie lourde, elle va se déplacer en fonction de... Donc pour ça, les Allemands, ils ont déjà prévu un ballon, leur ballon qu'ils appellent les Drachen. Donc le Drachen a un émerveillé, parce que lui, il n'est plus sphérique. On se demande pourquoi cette forme, mais on va vite comprendre. Nous, qu'est-ce qu'on a pour s'opposer à eux? Eh bien, on n'a que notre ballon de place. On n'a que nos ballons de place. Et encore, c'était interdit de les sortir. Il a fallu que certains capitaines passent outre pour sortir les ballons de place pour pouvoir les contrer. Mais nos ballons ne peuvent pas lutter contre les leurs. Pourquoi? Regardez la forme de ce ballon, comme il est fait. Vous voyez, il est déjà allongé. Il remplit d'hydrogène. Et derrière, il y a une manche à air. Là, ce n'est pas rempli de gaz. Dès l'instant qu'il monte, la manche à air se rigidifie et c'est lui qui va donner la stabilité au ballon. Il se met au vent, il se tient au ballon. Donc nous, comme on n'a rien d'autre, eh bien tout de suite, on va prendre nos ballons. Donc ça, c'est le ballon qui était à Réchézy. On a une photo. Donc on va utiliser nos ballons sphériques qu'on avait, qui dataient de 1884, puisqu'on n'a rien d'autre à mettre. Ça ira plus ou moins bien, plutôt moins bien que plus. Puisque dès l'instant qu'il y a des vents qui dépassent 10 mètres secondes, on est obligé de descendre. Parce qu'on n'a pas assez de stabilité. Ils sont instables. Alors que les Allemands, avec des vents jusqu'à 25 mètres secondes, ils tiennent le ciel. Donc dès l'instant qu'on a du vent, eh bien l'artillerie n'a plus de vision finalement, on n'a que cette vision. Et il y a un autre sujet également qui est le ballon, quand on le descend, il faut pouvoir le cacher. Avec la longueur de cordage qu'il y a ici, c'est une cible parfaite. La nacelle est au sol, le ballon est en bas, donc les Allemands n'ont qu'à tirer où il y a le ballon. C'est simple. Donc, pour encore pallier à ça une nouvelle fois, on ne monte le ballon quand il fait jour. On le redescend quand il fait nuit. Je vous laisse imaginer le temps que le gars il passe dans le ballon. On le monte le matin, on le descend le soir. Heureusement, là, on est sur des jours dégressifs. Parce qu'en été, il serait resté pratiquement à l'air en permanence. Donc là, je vais penser. Vous voyez le ballon, le ballon sphérique, comme il est, avec tout son cordage, c'était compliqué, c'était lourd. On sait très bien qu'il faut trouver quelque chose d'autre. Mais en attendant, il y a quand même un capitaine qui avait fait des essais avant, avec des cerfs-volants. Donc on se dit, quand il y a du vent, c'est trop instable, on ne peut plus rien voir. Donc si on utilise des cerfs-volants, c'est l'inverse. Un cerf-volant, il faut qu'il y ait du vent pour monter. Voilà, donc le ballon, déjà dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est réduire le cordage. Vous voyez, la hauteur de cordage est déjà beaucoup plus réduite. Ce qui nous permet de descendre de ballon un peu plus souvent. On va réduire le cordage. Voilà. Mais on a toujours ces ballons-là, qu'on va garder quand même 6 mois. En voici une qui était stationnée à Tannes, toujours un ballon sphérique. Ça, c'est une carte postale de l'époque. Il faut savoir qu'avec des ballons comme ça, on arrivait à monter jusqu'à 1500 mètres. C'est gigantesque. En règle générale, c'était 800 mètres. Parce qu'il y a le poids du câble. Le poids du câble, c'est lourd. Donc, quand l'observateur voyait que c'était un peu près calme, il disait « redescendez-moi, on change de câble ». Donc là, ils descendaient, ils accrochaient un câble de 4 mm. Je vous laisse imaginer un câble de 4 mm, c'est un câble de frein de vélo. Le gars, il montait à 1500 mètres. À 1500 mètres, on n'a plus aucune protection. Plus personne ne peut vous protéger. Alors que si on a 500 mètres, on peut mettre des mitrailleuses autour. Mais ils arrivaient à monter à 1500 mètres. C'est pour ça, bien souvent, moi, quand je vais au Hartmann Swiderkopf, on nous dit toujours c'était la vue qui voulait, c'était la vue. Mais non, absolument pas. Ça, c'est ce qu'on a dit.
Parce qu'avec des ballons qui montent à 1500 mètres, on peut aller beaucoup plus haut que l'Artman qui est à 900 mètres. Vous voyez que mais il fallait bien trouver un alibi pour cacher toute cette... Voilà, donc là on a un départ en vol libre. Il faut savoir que tous les aérostiers avaient une formation de vol libre. Pourquoi? Parce qu'il pouvait y avoir un câble qui se coupe, ou pour X raison qui se décroche. Donc il faut qu'il sache manipuler son ballon. Donc la formation, elle se fait sur des ballons libres, même si après elle est stationnaire. L'aérostier, ce n'est pas n'importe qui. On ne demande pas n'importe qui. Donc c'est toute une formation qui va se créer, et il faut un minimum un lieutenant. C'est un minimum, c'est un officier. Oui, parce qu'il va devoir gérer tout ce qu'il a à gérer, c'est pas n'importe qui, parce qu'il faut connaître la topographie, la photographie, les cartes et tout. C'est quand même compliqué. Par contre, quand le secteur est calme, il ne se passe rien, on descend l'aérostier, le lieutenant, et on met une personne quelconque, qui vont surnommer les perce-brumes. Lui, il ne sait pas. Il y a que s'il se passe quelque chose, il dit « Oh, mais il se passe quelque chose ». Mais ce n'est pas lui qui sait diriger des batteries ou autres. Il l'appelle le perce-brume. Pour un ballon, il y a toujours 2 observateurs. Pas à la fois. Il y en a un en bas, puis ça se renouvelle. C'est toujours 2. Monsieur, voilà. Donc voilà, pour un ballon, au sol, c'est 50 personnes. Une compagnie d'aérostiers, c'est 250 personnes. Pour un ballon. Pour un ballon. Le ballon, c'est celui qui a le plus d'hommes pour un seul homme. Ça peut aller jusqu'à 650 si on tient compte de tout le monde, de l'approvisionnement, du ravitaillement et tout. C'est dire un peu. Mais pour manipuler le ballon, c'est 50 hommes au sol. Parce que quand il est en l'air, bien sûr, il est en l'air au bout de la ficelle, mais dès qu'il redescend, il faut pouvoir le manipuler. C'est tout un travail. C'est pour ça que c'est toute une arme, un ballon. Ah oui, c'était pas n'importe quoi. Donc nous voilà toujours avec nos ballons sphériques. Quand il y a un vent qui dépasse les 10 mètres secondes, on n'a plus de ballon. Donc, avec les essais qu'on avait faits, voilà, les cerfs-volants. Un train de cerf-volant. Donc il y a plusieurs trains de cerf-volants, et il y a une nacelle, une petite nacelle, qu'on voit un peu plus loin. Voilà. Je vous laisse imaginer le gars qui montait à 600 mètres au bout d'une ficelle, qui est toujours en permanence. C'est quand même pas évident. On a, dans ces récits-là, il y en a un qui dit « J'avais 24 ans ». Mais vous savez, il disait, même à 24 ans, quand on en a, qui dit « Il faut avoir le cœur gros ». Quand on a 600 mètres accroché à la ficelle. Il y a une fois un général qui était venu, il a dit « Mon gars, je préfère ta place à la mienne ». Enfin, je préfère votre place à la... Parce que c'est sûr que pour monter au bout d'un cerf-volant, il fallait quand même être courageux. Mais là encore, on s'est vite aperçu, non, ça ne marchait pas. Il y avait eu des prototypes avant la guerre, là on a essayé de les remettre en fonction. Trop compliqué, trop dangereux, et puis trop d'instabilité. Si vous l'observez quelque chose, vous êtes trop instable. Vous ne pouvez pas prendre de bons repères. Donc, là on voit encore le cerf-volant, mais comme il est attaché, le gars, c'est tout un bazar. Le voici encore au bout d'un cerf-volant. Donc la nacelle est déjà beaucoup plus petite, parce qu'il faut moins de poids. Alors là, c'était pour... Bon, on ne va pas le lire, tout ça. Mais c'est un peu pour dire par rapport aux avions. Vous voyez, pour toutes ces missions, les avions d'observation étaient utilisés. Mais trop peu nombreux, ils ne pouvaient assurer en permanence. Parce que c'est sûr qu'un avion, il est obligé de tourner, il est toujours instable. Il ne peut pas être en permanence. Et puis, il ne peut pas diriger les batteries comme il faut. Au début de l'aviation, il n'y a pas de radio. Donc, ils ne peuvent envoyer que par message. On met un caillou avec un bout de papier qu'on lance en bas, mais on n'a jamais de réponse. C'est trop compliqué. Ensuite, la radio va arriver, mais la radio, elle n'est pas celle qu'on connaît, la TSF. Ce n'est pas on cause dedans. Ça se fait en morse. Ça se fait en morse. Donc, c'est quand même compliqué. Parce qu'en bas, il faut encore des gens qui connaissent le morse. C'est truc comme une ou deux batteries, c'est déjà bien. Un ballon pouvait avoir jusqu'à 25 à 30 batteries. Vous voyez le nombre de canons qu'il pouvait diriger avec un observateur. Parce qu'il y a tout un réseau de fils téléphoniques qui va se mettre en place en bas. Donc l'observateur, il est en permanence, en direct, avec les batteries. Donc batterie numéro 1, batterie numéro 2, etc. Donc lui, il peut tout de suite corriger les batteries autres. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir de l'observation. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire,
Eh bien, c'est pas compliqué. Eh bien, on va imiter les Allemands. On a exactement le même ballon que les Allemands. Voilà. On a copié sur eux. À ce niveau-là, on est à égalité. C'est-à-dire que quand il y a des vents de 25 km, pas 25 km, 25 mètres secondes, on est à égalité avec eux. Là, on est à égalité avec eux. Donc, à partir de décembre 14, vous voyez, donc on a quand même fait 6 mois avec nos ballons sphériques, 1915-1916. Ballon H, c'est exactement le même que le leur, sauf qu'ici, on a fait une petite amélioration, là où il y a le blanc. C'est-à-dire que c'est une étoffe, c'est une simple étoffe. Et avec le vent, il se gonfle et il nous donne de la stabilité. Il donne plus de stabilité. Et on a un capitaine qui était ingénieur dans le civil. Vous voyez, là on le voit très bien, ballon français, hein, avec ses ailerons. Là on le voit bien avec ses ailerons ici. Ouais. Toujours la manche à air. Et on a un capitaine qui était ingénieur avant d'être dans l'armée, capitaine donc d'aérostation. Lui, il s'aperçoit qu'il peut améliorer les choses. Il dit c'est bien, mais on peut faire mieux. Comme quoi, il y a quand même des ingénieurs qui se cassent la tête. Et cet ingénieur, donc le voilà, ça c'est toujours le même hein, qu'on voit. Hein. Ce qu'ils appelaient des drachènes, nous on les appelle les ballons H. Hein. Voilà. Les ballons. Là on voit bien l'aileron, comme ils bougent. Hein. Donc là ils sont en partie camouflage. Regardez le nombre d'hommes qui est au sol, également. Hein. Quand le ballon est descendu, il faut le camoufler. Il faut le descendre, le camoufler. Parce que sinon, c'est la cible parfaite pour les ennemis. Hein. C'est la cible parfaite. Dès que on voit le ballon dans la forêt, donc on le descend, on le déplace avec les cordages, on l'emmène dans un endroit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de cordages. Dès l'instant qu'il est en bas, il faut emmener le ballon. Donc il faut être plusieurs. Hein. Il faut être plusieurs. Donc le voici camouflé. Ils mettent également ici des bottes de paille. Vous voyez, en cas d'éclat d'obus et autres, pour ne pas qu'il soit percé. Hein. Parce que c'est quand même dangereux. Hein. Et puis le matin, ben, on le ressort, et puis on le remonte, et puis voilà. Quoi, hein. Donc ici, les emplacements de ballons que moi je connais, c'est Réchézy, frontière suisse, Suartz, il y en avait un, Mospach-Altenac. Hein. Après, plus haut, je ne connais pas beaucoup. Bon, il y en avait un à Tonne, là on le sait, mais il y en avait sur toute la longueur du front. Hein. De la frontière suisse à la mer du Nord. Hein. C'était indispensable. Hein. Puisque nous aussi, on va sortir nos canons, nos gros canons. Et nos canons, comme on n'en a pas, puisqu'on n'a que le 75, eh bien, on va les prendre dans les forts. Tous les forts qu'on a serrés de rivière vont servir à ça. On va prendre toute notre artillerie lourde qu'on va placer sur notre front. C'est pour ça que bien souvent, on se dit, mais quand les Allemands ont pris Verdun, tous les forts, il n'y avait plus de canons. Mais il faut savoir qu'on en avait déjà besoin. La bataille de Verdun, c'est 1916. Dès la bataille de la Marne, on s'est aperçu de notre déficit de canons lourds. Notre canon de 75, il faisait merveille, mais ce n'est pas suffisant. Surtout quand on est sur une guerre de position. Dès l'instant où on est sur une guerre de position, bien on a besoin de loin, mais aussi de près. C'est l'artillerie de tranchée qui se développe. L'artillerie de tranchée, tout proche, les crapouillots, les mortiers. L'artillerie de campagne, l'artillerie longue portée, l'artillerie très longue portée, puisqu'on arrive avec des portées de 35 km. Donc vous voyez comme ça va évoluer très 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 vite. Entre 1914 et 1918, c'est phénoménal. Hein. Non, le plus long qui a existé, ben, c'est le long Max qui a tiré sur Paris, 100 km. Mais c'est exceptionnel. Hein. Le long Max, il tire à 100 km. Parce que quand le front circulait, sinon la grosse Bertha, par exemple, qui n'est pas un canon, qui est un obusier, hein, c'est 13 km. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Eh bien, il tirait depuis Altkirch. C'était la grosse Bertha qui a tiré sur le viaduc. Non, c'était pas Zillisheim. Non, c'était depuis Altkirch qu'ils ont tiré. Ils ont emmené la grosse Bertha, ils l'ont montée, ils arrivaient, je ne sais plus combien d'obus, c'est calculé. Hein. Boum, ils ont défoncé le viaduc, ils sont repartis après. C'est pas un canon, c'est un obusier. Non, c'est pas grâce au ballon, là. Non, c'était des observateurs qui étaient placés au-dessus d'Ilfurt. Parce qu'ils là, ils voyaient le viaduc. Ils voyaient le viaduc. Ouais. Non, mais ce n'était pas le ballon qui les dirigeait. On le sait depuis où ils étaient dirigés. C'était depuis Ilfurt. Il y a un endroit, il y a un observatoire. Puisque depuis là, ils voyaient
Le. Si, il servait en permanence. Il servait en permanence. Chaque fois qu'il y avait des tirs, parce que ici, on appelle le front oublié. Mais ce front oublié, pourquoi on l'appelle le front oublié? Parce qu'il n'y a pas eu de grandes batailles, genre la Marne, la Somme ou autre. Mais tous les jours, il y avait des bombardements, du harcèlement en permanence. Si, il y avait des morts tous les jours. Il y a eu deux grandes batailles sur le Schwingo. C'est la bataille de Sepois, Sergi peut confirmer, le Force et le Schönholz, qui est entre Altkirch vers l'Oberschugowien, voilà. Oui, voilà, les grandes batailles qu'il y a eu. Je ne parle pas du début, parce qu'au début, il y a eu les batailles, Moulin de la Caille, etc. Voilà. Donc là, on cache le ballon. Le ballon est bien camouflé. Oui, c'est tout un. Et on va encore, lui, le perfectionner, ce ballon. On va lui mettre des petits parachutes inversés, afin d'avoir encore plus de stabilité. Parce que plus vous regardez, moins ça bouge, mieux c'est. Et par moments, ça a servi, ces petits parachutes, quand le ballon tombait, il s'inversait et ça les retenait. C'était pas prévu pour ça. Ça a sauvé quand même des aérostiers. Bon, ils sont quand même arrivés vite en bas. Mais ça a quand même sauvé leur peau. Mais c'est surtout, les ballonnets, c'est des parachutes inversés, de façon à ce qu'il n'y ait pas de mouvement parce que sinon, c'est trop instable hein, quand on va loin. Voilà, là, on le voit bien, avec tous ces ballonnets. Hein. On voit bien la nacelle, hein, la petite nacelle. Tout le cordage. Voilà. Les voici encore au sol. Voilà. Je suis dans le bon sens. Voilà. Et là encore, les Allemands, ils sont en avance sur nous. Ça, c'est dès l'instant 1914. Ça, c'est les treuils allemands. Eux, ils ont des treuils pour pouvoir avancer motorisés. C'est des genres de camions. Derrière, là, on a le treuil. Ici, on a le treuil qui est derrière. Donc ça, c'est moderne. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a, début 14? Eh bien, on a nos vieux treuils. Nos vieux treuils, ils sont en vapeur. Il faut s'imaginer traîner un treuil à vapeur. Le voici. Voilà ce qu'on a. Donc, on a le treuil. Le voici. Oui, c'est tout un chariot. Il faut 6 chevaux pour traîner tout l'ensemble. Et surtout, le défaut, c'est très lent. Il faut commencer à chauffer du bois. Il faut avoir de la vapeur, parce que la vapeur, ça marche quand l'eau est à 90 degrés. Parce que ce qu'on cherche de la vapeur, ce n'est pas la vapeur qu'on cherche, c'est la pression. Dès l'instant qu'on a la pression, on peut actionner notre machine qui est derrière. Donc très long à mettre en place. Et puis surtout ce qu'il y a, la vapeur, ça se voit. Donc quand on est au sol, puis que les Allemands voient de la vapeur qui sort comme une locomotive, il suffit de tirer où il y a de la vapeur. Donc là encore, on n'est pas trop bien. Donc vous voyez un treuil à vapeur, regardez un peu la machine que c'est monstrueux. Avec des roues gigantesques. Donc là encore, on sait très bien que c'est pas bon. Il va falloir qu'on fasse comme eux. Et c'est ce qu'on va faire. On a encore le treuil, ici. Voilà. Donc ça, c'est déjà Albert Cacot, qui était capitaine, comme je vous l'ai dit, qui était ingénieur. Pas celui-ci, pardon. Non, je me trompe. Là, c'est Saconnet, le capitaine Saconnet, qui va prendre des moteurs de camion pour actionner le treuil. Mais c'est toujours tiré par des chevaux. Donc c'est quand même toujours un attelage et autres. Donc c'est déjà mieux, mais c'est encore pas parfait. Et c'est donc Albert Cacot qui, lui, va faire ce système de treuil. Là, on va carrément mettre les vieux treuils sur des camions. Mais ça permet de se déplacer sans avoir recours à la vapeur. Donc là, on est déjà pratiquement à égalité avec les Allemands aussi. Vous voyez que ça va très vite. Tout de suite, on s'aperçoit qu'on n'est pas bon, c'est le cas de le dire. Et on perfectionne. Et ça va très vite. On a les treuils, qui sont quand même déjà beaucoup perfectionnés. Voilà. Un treuil avec projecteur. Voici l'arrière d'un treuil, comment que ça fonctionne. Là encore, on a trouvé un perfectionnement à ce niveau-là. Voilà, on ne voit pas bien. Vous voyez, il n'y a plus qu'un câble. Au départ, il y a 2 câbles. Il y a un câble pour le ballon et il y a un câble pour le téléphone. Là, on s'est rendu compte que si on n'avait qu'un seul câble, ça serait beaucoup mieux. Donc, c'est le câble coaxial qu'on va utiliser. C'est-à-dire, tu dois connaître, le câble tracteur de force et à l'intérieur 2 fils pour le téléphone. Ça fait qu'on n'a plus qu'un seul câble.
Là encore, c'est un progrès. Donc, voilà l'homme qui va nous sauver, Albert Caco. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler d'Albert Caco. Il nous a fait des choses extraordinaires, cet homme. Ben déjà, les ballons. Lui, il va perfectionner le ballon. Vous allez en reparler. Mais il a aussi fait je ne sais plus mon truc. Ici, le pont de la Caille. Si vous avez été en Haute-Savoie, il y a le pont de la Caille, c'est un pont gigantesque. Et surtout, où il s'est beaucoup imposé, c'est l'usine marémotrice de la Rance. Encore aujourd'hui, le monde entier nous l'envie, qui fonctionne toujours. L'usine marémotrice, elle est sur un estuaire. Quand la marée arrive, on a du courant. Quand la marée se retire, on inverse les turbines, on a du courant. C'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment écolo. Ça ne coûte rien, c'est vrai. Oui, mais c'est pas si simple que ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus, mais on ne peut pas le mettre n'importe où. Il faut que l'estuaire le permette, la profondeur, c'est tout un ensemble. Mais lui, c'était quand même déjà visionnaire, puisqu'il arrivait à... Et il a fait plein d'inventions, d'ailleurs, Albert Caco, qui était un aérostier, enfin, qui faisait partie de l'aérostation, du moins. Donc, voilà ce qu'il va mettre au point, lui, qu'on va surnommer le ballon Caco. C'est le ballon type M, mais c'est le ballon Caco. Alors lui, l'amélioration qu'il va apporter, c'est le triple empennage. On a 3 empennages pour le stabiliser dans tous les sens. Donc ce qu'ils appellent la carène, c'est l'enveloppe. Ça, c'est la carène. Là, on a l'enveloppe. Et puis, on a le triple empennage, donc le système de nacelle, pareil. Hein. Là, par contre, on va jusqu'à 35 mètres secondes en vent. C'est-à-dire que là, les Allemands sont obligés de baisser leur ballon. Nous, on a encore en l'air. Là, on les dépasse. Un vent de 35 mètres secondes, ça fait un vent de 90 km à l'heure. Vous voyez, quand ça souffle à 90 km à l'heure, ça décoiffe. Eh bien, on a encore nos ballons en l'air, nous. C'est incroyable, quand même. Vous voyez qu'en moins d'1 an, puisque là, on est en juillet, en pleine bataille de Verdun, juillet 1916, en pleine bataille, eh bien, on a dépassé les Allemands. En à peine 1 an. Vous voyez que les Français n'est pas toujours si mauvais que ça. Et oui, pour ça, on nous dit toujours, c'est vrai, quand on fait des visites, tu peux le dire. Hein, Marc, c'est vrai, toi aussi, on te le dit. Donc, le ballon Caco, le voici. Vous voyez, regardez ce beau ballon. Mais surtout, c'est vraiment d'une efficacité remarquable. Ouais. Parce que là, les Allemands, ce coup-ci, quand il y a du vent, ben, ils baissent. Ils baissent. Donc, regardez bien l'arrière ici. Parce que ça, c'est intéressant. Là, l'arrière du ballon, comme il est fait. Ça, c'est une très très belle image. Hein, parce que j'ai eu du mal de trouver des belles images. Parce que les images, c'est déjà difficile à trouver. Donc, cette image, elle est quand même belle. On voit très bien l'arrière comme il est fait. Sur toutes ses formes. Donc, le voici en bas. Donc là, c'est pareil. Hein. L'enveloppe, ici, c'est du gaz. Là, c'est que de l'air. Il faut que c'est le vent qui la gonfle. Plus il y a du vent, plus il se rigidifie. Voyez. Et quand on baisse, quand il n'y a plus de vent, il se baisse. Le volant, on voit bien que là, il n'y a pas de vent, donc il n'y a que le ballon, hein, il est en bas. Hein. Il est déjà en version camouflage. Voilà, le voici encore en bas, au sol. Hein. Et il est tellement perfectionné que les Anglais, ben, ils réclament des ballons aussi. Parce que même eux, hein. Donc, on va fournir aux Anglais, là on voit que c'est les Anglais qui l'ont, mais il va se passer quelque chose encore là. Les Anglais, à un moment donné, pour X raisons, on ne sait pas, et ben, le ballon se décroche. Il part dans les lignes ennemies. Et alors, les Anglais, ils décident, ils voient le ballon partir, ils disent, il ne faut pas que les Allemands, ils voient le ballon. Donc, ils le canardent, mais ils n'arrivent pas à l'avoir. Et les Allemands, quand ils le voient approcher, ils le canardent aussi. Parce qu'ils disent, c'est des... Mais ils loupent aussi. Mais ça les a arrangés, puisque quand il a atterri, ils ont pu voir comment c'était fait. Résultat, certains ballons Caco, les Allemands les avaient avant nous. Parce que nous, on utilisait encore nos vieux ballons. Parce qu'ils ont bien vu que de toute façon, c'était plus efficace. Hein. Bon. Voilà le ballon Caco qui est prêt à prendre l'air. Hein. Donc voilà un ballon allemand qui est fait exactement pareil. Vous voyez, si nous, au départ, on les a copiés, à la fin, c'est eux qui nous ont copiés. On prend toujours le meilleur. On ne part pas d'une feuille blanche. Voilà, regardez bien l'arrière. Vous voyez comme il est fait? Exactement la copie conforme des Français.
Regardez, vous voyez, ça on voit bien que c'est les Allemands, hein, de toute façon. Hein. Là encore une belle photo, avec le cacao au sol, pratiquement. On voit les troupes allemandes. Hein. Et il n'y a pas que le ballon, il y a aussi toute la centrale téléphonique, comme je vous disais. Il y a le fil qui descend, après on arrive sur un centrale téléphonique et on répartit sur chaque batterie. Donc c'est un réseau téléphonique, c'est pour ça qu'il y a énormément de monde dans l'aérostation. Une compagnie, c'est 250 hommes. Il faut alimenter l'homme, l'observateur, et toutes les batteries. Par contre, là, on est en direct complet. Le gars, il tire, l'autre, tout de suite, instantanément, il donne la correction de tir. 2 degrés à droite, 3 degrés à gauche, en plus, en moins. Hein. Donc là, c'est vraiment efficace, on est en permanence. Hein. C'est vraiment les yeux de la... Hein. Donc voilà un camion central téléphonique. Et maintenant, les ballons à hydrogène, ben ça marche avec de l'hydrogène. Donc il faut aussi faire de l'hydrogène. Donc il y a des machines à hydrogène. Il faut aussi une machine pour faire de l'hydrogène. Alors l'hydrogène à cette époque-là, je ne sais pas comment on la fabrique aujourd'hui, c'était de l'acide sulfurique versé sur du zinc. Ça fait du gaz qu'on va récupérer, qu'on va envoyer sous pression avec cette pompe, voilà, la pompe qui est ici. Donc on met des bouteilles sous pression pour l'emmener dans des camions avec des bouteilles sous pression pour aller gonfler les ballons. L'hydrogène, c'est précieux, il faut la fabriquer. Mais vous voyez, tout un arsenal, c'est pour ça qu'il y a énormément d'hommes pour un seul homme. Il faut énormément de... Donc là, la fabrique d'hydrogène. Voilà, fabrique d'hydrogène. Après, je ne vous dis pas, à mon avis, ça devait être interdit de fumer. Hein. Je pense. Parce que l'hydrogène, c'est hautement explosif. Hein. Une étincelle, boum. Donc, cet hydrogène, on la met dans des bouteilles, on la transporte dans des véhicules, transport de bouteilles, voilà, pour les emmener sur le front, le plus proche possible du ballon. Et à partir de ce moment-là, on gonfle le ballon. Oui, mais c'est tout un arsenal, il en faut des bouteilles. Hein. Il faut des bouteilles. Hein. C'est pour ça que, pour faire partie de l'aérostation, il fallait certains métiers. C'était des photographes, des couturiers, des mécaniciens. Ils ne prenaient pas n'importe qui. Un paysan ne rentrait jamais dans l'aérostation. Il fallait des gens de métier. Parce qu'un ballon qui était percé pour X ou X raison, il fallait le réparer. Le mécanicien pour les treuils, etc. C'est pareil, on ne forme pas un mécanicien ou un couturier à 5 minutes. Donc on prend déjà des gens de métier pour aller dans cette arme. Donc là, maintenant, on gonfle le ballon à partir de nos bouteilles. Les photos ne sont pas très, très bonnes, mais on voit quand même... Voilà, on gonfle. Les Allemands, pareil. Regardez le nombre de bouteilles pour un ballon. Alors là, le ballon, on croirait qu'il est tout petit. Maintenant, c'est parce qu'il est loin. Je pense qu'ils ne faisaient pas les charges à proximité du ballon, au cas où. Hein. Il ne fallait pas qu'il y ait de fuite. Hein. Il ne fallait pas qu'il y ait de fuite. Là, on est sur le gonflage. Après, c'est vrai qu'une bouteille de gaz comme ça représente des litres et des litres en volume. Hein. Puisque le gaz, il est à l'état liquide, il passe à l'état gazeux ensuite. Hein. Mais il fallait quand même une sacrée charge de gaz. Hein. Donc là, ils sont en train de replier le ballon, parce que quand le ballon est pris, c'est l'inverse. On récupère le gaz. Donc on plie le gaz, et puis après avec des pompes, on le remet dans les bouteilles. Ah oui. Donc le voilà, l'enveloppe au sol. Et maintenant on a le panier. Vous voyez, dans un panier, ce qu'il y avait, le panier de l'aérostation. Donc là, il y a quand même, les spécialistes me diront, moi j'ai jamais vu ça. C'est le Berthier avec un chargeur de Chauchat. T'as déjà vu ça, toi? Moi, j'ai jamais vu ça. Ouais. Un chargeur, c'est un chargeur de fusil mitrailleur qu'on a ici, là. Ouais. Oui, ils avaient des Winchester. Bien sûr, ils n'utilisaient pas le Lebel ni le Moser parce que c'était trop long. Donc, c'était soit le mousqueton, soit la Winchester, qui était plus pratique avec le levier. Et ils avaient les jumelles. Alors, ces jumelles, j'ai eu le bonheur d'en trouver une paire. En parfait état. Hein. Très rare. Jumelles d'aérostier. Donc la différence avec les autres, c'est qu'elles sont en aluminium. Tout en aluminium. Ça s'ouvre encore, je ne sais plus comment. Il y a encore une ouverture, je sais que ça peut se tirer encore. Hein. On va regarder les jumelles. Il faut savoir qu'à l'époque, l'aluminium,
était aussi cher que l'argent. Et il y avait que dans les églises qu'ils arrivaient à se payer des calices en aluminium. Mais bon, l'armée, ils ne regardent pas. L'armée, ils ont aussi des moyens. Mais regardez une paire de jumelles comme ça. Et ce n'est pas des jumelles à prisme. Ça, c'est des jumelles droites, un peu. Système, je crois que c'est le système Galilée, je ne sais plus. Ouais. Mais oui, à parfait état. Ah ben, on voit toute distance, mais ça grossit quand même pas trop mal. Hein, oui. Plus on a un grossissement, mais par contre, il faut être stable, parce que si vous regardez avec ça comme ça, c'est difficile. Hein, ouais. Je crois qu'elle se tire encore, mais je ne sais plus. Mais bon, j'ai eu le bonheur de pouvoir en avoir une. Comme quoi, des fois, le bon Dieu fait bien les choses. Parce que qui c'est qui s'intéresse à ça? Oui, oh, tu les aurais trouvés, tu les aurais pris, je pense. Oui, t'en as une paire, mais t'as pas l'étui, je crois. Hein. Ouais. Donc vous voyez tout l'attirail qu'ils avaient dans le ballon quand même. Il fallait quand même tout un attirail. Ils ont aussi un rétroviseur à cause des attaques. Là maintenant on est sur un atelier de réparation parce que les ballons, ben, de temps en temps il faut les réparer, il faut les envoyer à révision. S'ils sont plus étanches, le gaz ça coûte cher. Donc il faut, si on ne peut pas les raccommoder sur place, s'ils sont trop escatés ou autres, bien on les ramène et puis on les répare. Hein. Oui, c'est toute une organisation, hein, les ballons. Et maintenant, on va un peu parler des aérostiers, enfin des aérostiers, des observateurs. Parce que les aérostiers, ça comprend tous ceux qui sont dans la compagnie de l'aérostation. Donc là, c'est toujours un lieutenant. Donc bien sûr, il faut s'équiper chaud, parce que vous ne descendez pas tous les 5 minutes. Hein. Vous montez le matin, vous descendez le soir. Je ne vous dis pas, c'est quand même... Ou alors vous descendez plus vite que vous êtes monté, il y a encore ça aussi. Voilà, donc là, il se prépare, il a tout son équipement, la radio, permanence. Enfin, oui, c'est la la téléphonie, pardon. Donc là, je pense que c'est pour un montage en hiver. Alors, là encore, on est en avance sur les Allemands. Puisque si on regarde bien, là, il y a une corde qui dépasse, vous voyez. On a le parachute. On est les premiers au monde, militairement, à avoir le parachute. Le parachute, c'est pas d'aujourd'hui. Ça date de, je vais dire exactement, le premier parachute. Le terme parachute, d'ailleurs, il a été inventé avant les ballons. Ça peut paraître. Le terme employé, c'est en 1780. Donc avant les premiers ballons. Parachute, c'est pour parer la chute. Dans les immeubles parisiens ou autres, s'il y avait un incendie, c'était comme un parasol, on se jette en bas. Ça permet de ralentir. Bon, plus ou moins bien. Et ensuite, le premier saut, c'est Jacques Garnerin, qui a fait le premier saut de ballon, lui. Mais ça servait un peu de spectacle de cirque. Donc le premier saut qu'il a fait, il s'est vite aperçu que c'était casse-gueule. Parce que le ballon, ben, il partait dans tous les sens. Parce que forcément, il n'y avait pas de cheminée. Donc le ballon, il faut bien que l'air, à un moment donné, il s'échappe. Donc lui, il a compris qu'il fallait faire un trou au milieu pour que l'air passe au-dessus. Et après, il a fait plusieurs sauts. Et la première femme au monde à sauter à parachute, ben, c'est son épouse. Oui, à force d'avoir fait plein de choses. Hein. Mais ça restait de toute façon un spectacle de cirque, on va dire, d'une attraction. Les gens venaient voir, ah, ils sautaient de 1000 mètres, c'était ah. Il y en a un qui a fait un essai avec un entoilage de la Tour Eiffel, on a déjà vu à la télévision. Ça s'est très mal terminé. Hein. Et là, pof. Donc le parachute est quand même resté. Donc c'est Garnerin. Mais là, cette fois-ci, ouais. Ça c'est Constant Duclos. C'est facile à retenir. C'est toujours Duclos qui se décarcasse. Pourquoi Duclos? Parce que on a dit, on a un système, c'est le parachute. Mais les gars, ils disent non, si on saute, on va se casser la gueule. Donc, ils n'osaient pas. Et Constant Duclos, c'est un marin, un peu casse-cou, pas peur de rien. Il a fait 26 sauts devant les observateurs. 26 sauts, il a fait. À chaque fois. Ah là, ils ont dit, ben oui, ça marche, votre truc. Et oui, ça marche. Et en effet, donc à partir de décembre 1915, nous, on a le parachute. Les Allemands l'auront pratiquement pas, qu'à la fin, puis encore. Hein. Donc là, on est quand même encore en avance sur les Allemands cette fois-ci. Ça permet de sauver des vies. Parce qu'avant, chaque fois qu'un ballon était descendu, on peut dire que c'était la mort assurée. La mort assurée, il y avait de moins en moins de volontaires. Hein. Oui. Donc le parachute, le voici. Il n'est pas accroché comme aujourd'hui
après l'individu. D'ailleurs, les premiers sauts à parachute, c'est Pego qui les a fait, il est accroché après l'avion. C'est pareil, c'était pas très. Donc là, c'est déjà mieux. Le parachute, c'est un cône. Vous voyez, ce cône qui est là. Donc on attelle l'aérostier avec sa corde. Après, il faut qu'il saute du bon côté du panier, par contre. S'il saute du mauvais côté, c'est là. Ben, il le sait. Hein. Donc il faut qu'il saute du bon. Là, on le voit très bien, hein, puisqu'on voit ce cône. Donc s'il saute du bon côté, il faut qu'il saute du côté de la corde. Et c'est un cône avec un fond cousu. Et il faut qu'il y ait une force, plam, qui va casser le fond. C'est pour ça que les premiers parachutes, quand on va les voir, vous voyez, là, on le voit très bien, le parachute. Là, on le voit bien, le parachute, là. Ouais. C'est plus beau que mon truc, là. On voit ce cône, donc on voit bien le côté de la ficelle. Hein. Là, il ne faut pas qu'il se trompe. Hein. Là, on le voit beaucoup mieux sur cette photo-là, où ils sont deux dans le ballon, avec le parachute, toujours du bon côté. Hein. Mais c'est vrai qu'il fallait quand même être courageux. Hein. Vous savez, quand il fait moins 20 en bas, qu'il fallait monter une journée, je ne sais pas comment ils faisaient pour tenir, moi. Parce que là-haut, ça doit souffler. Hein. Ça doit souffler. Hein. Là, encore une très belle photo, parce qu'on voit vraiment comment il était toute la journée, voilà. Donc, il avait son parachute d'un côté, avec la corde. Il avait sa table de cartographie, hein, sa paire de jumelles, son téléphone. C'est vrai que c'était vraiment un homme important, attention. Hein. Il ne fallait pas le perdre non plus. C'est pour ça que l'importance du parachute. Chaque fois qu'il y en a un qui disparaissait, c'est toute une formation, c'est tout un savoir-faire, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Et puis, c'est quand même aussi un homme, hein, avant tout. Encore une où ils observent avec sa table, ils prennent plein de coordonnées. Hein. Là, c'est les Anglais. Pareil, ils seront dotés de nos systèmes de parachute. Hein. Donc, en voici quelques images qui ont été prises réelles. Un ballon qui est enflammé, le parachute va s'ouvrir. Donc, c'est quand même assez rare d'avoir des photographes à l'époque, parce que déjà, pour prendre des photos, c'est interdit. Il n'y avait vraiment que les officiers qui avaient l'autorisation de prendre. Hein. Il y avait une telle censure que c'était interdit. Hein. Donc ça, c'est certainement des officiers qui ont pris ces photos-là. Hein. Et puis, il fallait les prendre, on ne savait pas que le ballon était enflammé. Hein. Donc, on le voit là, qui descend en flamme. Bon, lui, apparemment, il est sauvé. Là, on le voit qui arrive au sol. Après, il faut faire très attention que le ballon en flamme ne vienne pas prendre le parachute. Ça arrivait plusieurs fois. Le ballon en descendant, il a amené le parachute. Et là, c'est pareil, c'est la catastrophe. Mais ça donne quand même une chance, ça sauve énormément de vies. Donc, le voici avec ses ballonnets. Voilà. Là, on le voit au sol. La photo n'est pas de bonne qualité, mais c'est sûr que tout est gris quand ça arrive. Donc, ils avaient ordre quand même de sauver les trucs secrets. Il fallait qu'ils sautent avec. Hein. Donc, s'ils avaient des cartes ou des choses comme ça, il fallait qu'ils partent avec. Hein. Ce qui n'était pas toujours évident. Donc, là, on voit le parachute. Donc, si on regarde par rapport au parachute actuel, ils sont les suspects. On a ça en plus. Ça, c'est ce qui va nous donner la force de déchirer le sac. Hein, puisque c'est quand même un poids. Un individu qui fait 80 kilos, il faut que quand il saute, avant que ça s'arrache, il ait pris de la vitesse. Donc, plop, il prend de la vitesse et ça arrache le sac. Et là, ça fonctionne. Là, on le voit qui atterrit. Quoi. Donc, le voici au sol, le parachute, avec ce trombier. Donc là, c'est un officier qui est tombé, là. Je l'ai lu dans le livre. Lui, il n'est plus jamais remonté. Alors, il y a un moment donné, ils étaient tétanisés. Pas tous, mais il y en a, ils étaient tétanisés. Ils ne pouvaient plus. Avant, ça allait bien, mais là, ils ont dit une fois on a échappé, peut-être pas deux, donc ils ne pouvaient plus. Par contre, il y a d'autres cas où c'était l'inverse. Il y en a, ils ne voulaient plus monter. Ah, il a terminé. Et puis au bout de 15 jours, il a demandé à réintégrer. Ça, il manquait. Cette adrénaline, ça lui manquait. C'est incroyable quand même, mais certaines personnes, ils avaient besoin de ça. Mais d'autres, vous ne pouviez plus, c'était fini. Puis ils ne pouvaient pas les forcer parce que c'était fini. Ils étaient tétanisés. Donc ils réintègrent une batterie haute, voilà. Mais c'est vrai que ce n'était pas évident quand même. Parce qu'il y en a quand même qui ont échappé. Hein. Donc voilà, 30 manières de se tuer en parachute. Donc le câble du ballon qui tombe en flamme vient couper le câble de la corde de son parachute à 250 mètres du sol. Flamme. Ça, c'est le deuxième, il est intéressant, puisque c'est Bassetti, 51e compagnie,
Donc c'est celui de Mospak, à Tenac. Ouais. Donc là, dans un coup de vent violent, le ballon fait des bonds désordonnés, la nacelle se détache du ballon et la corde de son parachute est coupée pendant que le ballon disparaît. Lui, c'est les rafales de vent. Il y a eu une terrible tempête au mois de mai. Là. Il y a eu toute une ligne de ballons. Il y en a beaucoup qui sont tombés, il y en a beaucoup qui sont pas. Lui, il est tombé en bas du ballon. On en parlera après de Bassetti. Oui. Et le ballon, on l'a retrouvé vers le lac Bleu, dans ces coins-là. Parce qu'il est parti. Voilà. Mais lui, il est tombé en bas du ballon, carrément. C'est pas un avion comme on a pu le croire. Parce qu'après, on avait fait une enquête, il y en a des témoignages. Non, c'est une rafale. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs façons de se tuer à ballon. Hein. On ne va pas tout lire, on va passer plus vite. Une parcelle de toile a fait détacher du ballon, tombe sur son parachute et l'enflamme. C'est juste un bout de ballon enflammé, ça vous enflamme le parachute. Et on arrive maintenant à la marine. Puisque les marins, les Anglais, traversaient toujours l'Atlantique pour amener du ravitaillement. Et ils étaient souvent attaqués par des sous-marins. Et les sous-marins, on ne les voit pas venir, ils se lèvent et puis paf. Hein. Donc c'est les Anglais en premier qui ont eu l'idée. Ils ont dit, si les Français peuvent nous fournir des ballons, qu'on mettra après les navires. Et avec l'observation depuis un navire, vous voyez les sous-marins. C'est le sous-marin l'objet d'arrêter à la fleur de l'eau. Et à partir de ce moment-là, on pouvait les attaquer. Hein. Hein. Mais ça emmène un autre problème. Là. Parce qu'au sol, votre treuil, il est fixe. Un bateau, il fait ça. Et puis le ballon, avec le vent, il fait ça. Donc c'est deux trucs contraires. Là encore, Albert Caco, c'est lui qui va résoudre le problème. Il va faire ce qu'on appelle un treuil à tension constante. C'est-à-dire que quand le ballon, il lâche, il reprend. Pour avoir toujours le même système. C'est compliqué. Mais là, on a la stabilité du ballon, avec des vents de 90 km/h. L'inconvénient sur un navire, c'est qu'on ne peut jamais redescendre le ballon. On peut le descendre jusqu'au niveau du navire, mais on ne peut pas le cacher ou l'enlever. Donc, dès l'instant où on part, jusqu'à l'arrivée, le ballon est toujours sur le navire. Et où c'est difficile, c'est quand il faut faire le transfert du pilote au navire. Donc, c'est sur une échelle de corde que ça se fait. C'est quand même risqué avec un navire. Mais oui, à chaque fois, on améliore. Si bien qu'après, nous les Français, là, on va copier sur les Anglais. On va doter nos navires également de ballons. Mais au départ, c'est les Anglais qui nous disent il nous faut de l'observation. Puis pour voir loin, il faut monter haut. Il n'y a pas d'autre miracle. Hein. Après, les ballons, ils sont très vulnérables par les attaques aériennes, première attaque, également par l'artillerie. Alors, les premiers qui ont été attaqués, les ballons, c'est les Allemands avec des pistolets signaleurs. Ils arrivaient à l'auteur du ballon, pam, ils partaient dans le ballon et s'enflammaient. Nous, quand on a vu ça, on a dit on va perfectionner la chose. Donc on a doté nos avions de fusées, qu'on appelle les fusées prieurs, avec des déclencheurs électriques. Donc on arrivait vers le ballon, on lâchait les fusées, les ballons s'enflammaient. Oui. Et puis il y avait aussi les fléchettes. Le gars il montait beaucoup plus haut, il avait une mallette avec plein de fléchettes, il ouvrait, ça perçait le ballon. Il y en a un qui dit, j'ai été percé par des fléchettes, mon ballon était comme un gruyère. Mais il n'était pas été tué, parce que ça ne s'enflammait pas là. Hein. Mais il est descendu très vite. Descendu très vite. C'est vrai que des fois, il y a des anecdotes que j'ai lues d'Astille qui sont intéressantes. En 1917, quand les Américains arrivent, il y a un Américain qui est un peu casse-cou, et puis il dit aux gars, vous voyez les deux ballons qui sont là-bas, vous regarderez l'heure. À 7 heures, le premier sera descendu. À 7h15, le deuxième sera descendu. Les autres, ils disent... Parce qu'attention, attaquer un ballon, c'est quand même risqué. C'est quand même risqué. Parce qu'il y a comme les mitrailleuses autour, des fois on a plus de chances de se faire descendre que de descendre des ballons. Et puis le là qui part, et en effet, 7 heures, premier ballon, 7h15, deuxième ballon. Il revient, bravo. Le lendemain, il recommence le coup. Il dit, regardez les deux ballons là. Il part, mais les autres, ils attendaient ce que c'est. Dès l'instant qu'il arrive en haut, il a descendu le premier ballon. Mais le deuxième, il avait 3 avions de chasse derrière lui. Il n'est jamais rentré. Oui. Une fois, les Anglais, pareil. Les Anglais se faisaient toujours descendre le ballon par le même pilote. Ils disaient, ah oui, c'est toujours le même pilote. On remonte un autre ballon, ils font descendre. Ils disent, celui-là, on va l'avoir. Ils mettent un mannequin dans la nacelle,
il charge de dynamite le ballon. L'autre, il arrive à proximité, boum, il faut tout sauter. Ils ont perdu le ballon, mais l'avion avec. Non, il y avait toujours des astuces, quand même. Hein. Après, justement, il faut savoir que nous, les Français, on pouvait monter nos ballons très haut. Mais les Allemands qui n'avaient pas de parachute, eux, eh bien, ils ne voulaient plus monter. Ils ne voulaient plus monter. Ils disaient non, on va se faire descendre, on est foutus. Donc, ils ont trouvé comme solution, on les monte qu'à 500 mètres. Parce qu'à 500 mètres, on met des mitrailleuses autour et on peut les protéger. Mais ça les limitait quand même dans les hauteurs. Hein. Ça veut dire que nous, on pouvait monter à 400 mètres et à 700 mètres. Donc là, on avait quand même un avantage. Hein. Vous voyez, par rapport au début de la guerre et puis à la fin, on était drôlement avantagés. Donc on a les ballons de marine qui sont à chaque ballon. On en a construit, je ne sais plus le nombre de ballons de marine. Je ne sais pas si j'ai mis le nom là. Non, non mais il y en a énormément. Hein. Je ne sais plus le nombre qu'on a eu. Hein. Voilà encore des ballons de marine. Hein. Et ça, c'est des petits ballons. Ça, vous les connaissez tous, ces petits ballons. C'est des ballons de barrage. Ça a servi pour protéger la ville de Paris et la ville de Londres. C'est-à-dire qu'on monte plusieurs ballons et on met un grillage ou des fils. Pour ça, quand il y a des avions, des aéronefs qui arrivent, ben, ils se fichent la gueule dedans, quoi. Hein. Des ballons de barrage. Hein. Oui. Et là, on les retrouve sur le débarquement de Normandie. Le débarquement de Normandie, si vous regardez bien les images qu'on voit, il y a encore énormément de ballons de barrage. Ça invite aux avions en piqué de mitrailler les avions. Ils savent qu'il y a des câbles tout partout pour vous protéger. Ils ne peuvent que larguer des bombes. Mais si vous êtes en piqué pour aller mitrailler et puis que vous remontez, vous êtes dedans. Hein. Et un câble, il vous coupe l'aile, ça y est, vous êtes vous voyez qu'on les retrouve encore tous ces ballons-là. Hein. Bon, là, on n'est plus dans de l'observation. On est dans une autre forme. Ah oui. Ah oui. Ça évite d'être mitraillé sur les... Ben, si, ceux-là. Ça, c'est une image du débarquement. Ah ben non, non, non. Ça, c'est uniquement pour protéger les navires. C'est que pour protéger les navires. Non, non, après. Il y avait beaucoup de ballons, mais les Allemands n'avaient plus d'avions. Au débarquement, ils n'ont pas été mitraillés, mais ça, ils ne le savaient pas. Ça, c'était des ballons anglais, alors. Oui, 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 c'est des ballons anglais. Ou anglais ou américains, oui. Oui. Mais, oui, ils en avaient, sur chaque navire. Sur chaque navire, ils avaient un ballon. Sur chaque navire, ils avaient un ballon. Regardez c'est un véritable barrage. Eux, ils ne savaient pas que l'armée allemande n'avait plus d'avions de chasse. Hein. Ils devaient en avoir un ou deux. Mais s'ils étaient arrivés avec des 500 ou 600 avions, ils auraient fait des ravages énormes. Alors que là, ils avaient tout calculé aussi. Hein. Oui. C'est vrai que ça ne va pas au sol, ça reste au... Et là, on voit les barrages. Hein. À quoi que ça sert, oui. Londres ou Paris, c'était ça qu'ils avaient. Des ballons pour maintenir en hauteur des filets. Vous arrivez dans le filet, plaf, vous y êtes. Hein. Oui. Ça protégeait tous les secteurs de passage. Hein. Et là, Bartholdi, donc le créateur aussi du Lion de Belfort, il avait dédié, enfin c'est lui qui l'avait fabriqué, ce très bel monument dédié aux aérostiers, quoi, aux ballons. Par contre, en 1906, il a été inauguré. En 1942, il a été démonté. Les Allemands, c'était tout en bronze. Quel dommage. Hein. Ah, il était magnifique, ce truc. Hein. Quand les Allemands sont arrivés en 1942, ils ont tout démonté. Hein. Ah, oui. Hein. Donc, il n'est pas beaucoup connu, hein. Mais c'était magnifique. Hein. Alors maintenant, on change de sujet. Moi qui m'intéresse à la guerre de 14 depuis des lustres, je connais les fusils, les Lebel, les machins, voilà. Mais l'aérostation, pour moi, je ne connaissais pas. J'ai entendu parler, comme vous, des SO6. On parlait des SO6. Et puis, comme je vous dis, mon secteur, c'est la frontière suisse. Donc je connais quand même les monuments. Et les monuments de la guerre de 14 ici, sur le secteur de la vallée de l'Argue, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 3. Il y a le moulin de la Caille, qui est bien entretenu. Il y a le monument de Sépois, du bois pointu, qui est totalement à l'abandon. Et puis, cette petite stèle, que je la connaissais. Mais je la voyais toujours se dégrader, tous les jours. Vous voyez, j'ai même mis les dates. 2008. Je passe avec mon moto.
2009, 2010. Vous voyez, c'est vraiment... Voilà quoi. Et puis, en bas, il y a une cocarde. Souvenir français. Moi, ça faisait 15 ans que j'étais au Souvenir français. Mais c'est compliqué en France. Je fais partie du territoire de Belfort. On se pas que c'est en Alsace. À chaque fois, il fallait qu'on signale à nos responsables les tombeaux des errances ou les monuments, etc. Moi, je la connais. Donc à chaque fois, tous les ans, j'y remettais une couche. Qu'est-ce qu'on fait pour le monument? Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que c'est en Alsace. Il dit, écoute, moi, je la prends à ma charge, je fais moi-même. Je prends tout à ma charge. Je la restaure, je veux faire quelque chose. Je ne vais pas laisser tomber ça quand même. Impossible. Je ne peux pas aller comme ça, prendre la stèle, l'emmener. Puis... J'avais besoin d'une chose, pas beaucoup, une autorisation. C'est pas grand-chose, mais il me faut une autorisation, je ne peux pas enlever des... J'ai mis 5 ans. C'était une véritable bataille. Alors, mais pourquoi? Il faut passer par la voie hiérarchique, puisque vous faites partie d'une association. Ben, j'ai dit au délégué départemental de chez nous, bien, faites-moi un courrier. Ah non, je ne peux pas, c'est pas chez nous. Il faut que ça soit le délégué départemental du Haut-Rhin. Alors, demandez-lui. Non, on ne se cause pas. Si bien qu'à bout d'un moment, moi j'en avais ras la casquette. Je ne savais plus comment faire. Ça a duré. Et puis il me vient l'idée. Je dis, tiens, après tout, Internet, les forums, et je fais le titre, que compte faire le Souvenir français? Faire attention, moi je suis moi, je ne vais pas dire n'importe quoi. Hein. Et là, le soir même, coup de fil. Ah, c'est merveilleux. Monsieur Bringard, vice-président du Souvenir français d'Alsace, m'appelle, il me dit, mais vous avez mis un truc là? Je dis, oui, moi, je demande, je ne veux pas grand-chose, une autorisation. Demain, on est là-bas, séance tenante. Hop, ça ne va pas traîner. Le lendemain, vous voyez comme elle était, regardez bien là. Surtout ce qui s'est passé, parce que moi je la connaissais depuis 20, 40 ans. Vous voyez, là on est en 2011, plus loin. Regardez, au départ c'était un pâturage. Donc le pâturage, elle était stable. Il y avait une dame par là, qui l'entretenait un petit peu, bon ça allait, c'était. Mais par la suite, ils ont fait ici un fossé devant, et puis derrière c'est labouré. Donc d'un côté on pousse, puis de l'autre côté on tire. Si bien qu'à un moment, ça menaçait ruine. C'est déjà bien quand ils ont fait le fossé, l'équipement, qu'il n'ait pas foutu une dent, puis qu'il a disparu. Mais à un moment donné, il a fallu mettre un piquet, parce que sinon, là vous enlevez le piquet, elle tombe. Hein. On est d'accord. Donc c'est fini, on ne parle plus de la stèle. Donc c'est pour ça qu'il fallait faire quelque chose. Donc là, on en arrive avec mon coup de fil. Oui, là, j'étais avec ma moto, là, pour voir, vous voyez, on voit bien que ça penche. Hein. On voit que ça penche. Donc là, je suis avec M. Bringard, qui est là. Il me dit, écoute, je prends sur moi, je te fais le paplard. Moi, j'en ai pas besoin de plus. Pas besoin de plus, moi. Un papier, c'est bon. On va voir l'agriculteur du coin, où la stèle était placée. Lui, super sympathique, tout. Je viens, hop. Séance de Nantes, le jour même. Embarquer la stèle. Parce que là, on ne pouvait plus rien faire sur place. Il fallait faire quelque chose. Moi, j'avais mon idée en tête, ça, je sais faire. Mais c'est pour dire, il faut plus de temps, de paperasse, de machin, de tout, que de faire le boulot. En gros, le boulot, c'est une semaine, même pas. À moi tout seul. Donc voilà, je la mets sur ma remorque, sur 2 pneus, parce qu'elle mérite une restauration totale. Et puis, c'était... Donc voilà, on embarque, je l'emmène à la maison, on attaque la restauration. Déjà, il y avait des fautes, depuis le départ. Vous voyez, la base au départ, à la mémoire du lieutenant Basset. C'était déjà faux. Donc heureusement, j'ai un copain, c'est pas moi qui ai fait les recherches, qui est sur Paris. Donc il a été recherché et tout, pour voir les... Et il a bien retrouvé le lieutenant Bassetti. Donc là, on la voit bien qu'il est 5 mai 1900. Donc avec le Souvenir français, moi, d'Alsace cette fois-ci, je leur demande, est-ce qu'on ne pourrait pas refaire la plaque correctement pour... Faites un devis. Je fais 1 200 € à l'époque. Ah non, on ne peut pas, on n'a pas de sous. Bon. Il va falloir se démerder.
Donc voici la fiche matricule, là. Donc c'est bien Jean-Marie Bassetti Alexandre, voilà. Donc voici son ballon. On pense que ça doit être celui-là. C'est Serge Ranger qui m'a fourni la photo. Donc c'est bien le ballon type M qui correspond, le ballon d'Altenac. Ça, c'est le ballon d'Altenac. Alors, est-ce que c'est celui de Bassetti ou autre? Parce que quand il était détruit, on en mettait un autre. Hein. Mais c'était celui-là qui était fixé là, puisque derrière la carte postale, c'est bien marqué. Ballon d'Altenac. C'est bien ce ballon-là. Et ça correspond tout à fait aux années. Puisqu'après, ils avaient les ballons M. Donc ça, c'est les ballons H. Voilà. Donc, faute de mer, on mangera des grives. C'est pas parfait. Mais au moins, on sera dans la vérité. Donc, je m'attaque à refaire les lettres. C'est du marbre, c'est tendre, donc à la petite Dremel. C'est pas parfait, mais au moins c'est juste. Parce qu'il y avait 2 T, et puis AI, qu'il fallait rajouter. Il y aurait qu'AI, ça allait, mais il fallait tasser. Il fallait tasser. Donc, même la croix était cassée également. Alors, parce que le système de fer avait fait certainement avec la rouille. Donc j'ai fait un renfort pour la récupérer et en laiton. Donc cette fois, ça ne bougera plus. J'ai restauré, voilà. Donc la stèle au départ, qui n'était pas vraiment très belle. La voici qui est un peu mieux. C'est la plus jolie. Vous voyez, les Bassetti, c'est pas parfait, Bassetti. Mais c'est la vérité. C'est juste. Donc, il faut se débrouiller parce que sur la route là-bas, c'est pas facile, il faut tout prévoir avant. Donc j'ai fait un cadre en bois, déjà pour emmener sur place, et voilà le chantier. Alors regardez, c'est quand même la forêt vierge. Hein. Là-bas, c'est vrai que c'est la forêt vierge. Hein. Donc il a déjà fallu débarrasser. Ça, je l'ai fait avec un copain. Hein. Donc c'est l'emplacement exact, hein, puisqu'on se retrouve exactement là où on était, entre les 2 petits buissons. D'ailleurs, qu'on va enlever, on va faire une petite dalle, enfin une dalle, déjà un soutènement, avec un tuyau pour ne pas que la selle retombe. Voilà, le maçonnage. Donc là, c'est pareil, il faut amener un petit groupe un peu. Mais ça, c'est rien, finalement. Par rapport à toutes ces démarches qu'il faut faire, et ça ne va pas, et c'est si... Parce que le problème qu'on a eu, la stèle, elle était pratiquement sur la route. Quand j'ai voulu la remettre en place, on a dit, ah non, stop, il faut la reculer de 2 mètres. Ah 2 mètres, on est dans le champ du paysan. Et oui, on fait quoi? Ben, il y a 2 solutions. C'était soit la transférer au monument de Dan-Marie, soit la mettre ailleurs. Mais l'agriculteur était vraiment extraordinaire. Il dit non, non, la stèle a toujours été là, je tiens à ce qu'elle soit là. Parce que, faut dire, ça l'emmerde, parce qu'il est obligé de faire ça maintenant. Oui, il était plus près sur la route. Oui, oui, oui. Mais heureusement... Oui, ben, c'est vous l'agriculteur. L'agriculteur, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est entre les 2, je sais. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Je sais que c'est en limite, mais je ne sais pas. Mais l'agriculteur, il a été vraiment extraordinaire, lui. Il a dit non, non, non. Elle a toujours été là, je l'ai toujours vue là, je tiens à ce qu'elle soit là. Parce qu'on a dit, il nous aurait dit non, moi je ne veux pas. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Hein. Non, mais il était vraiment parfait. Hein. Donc on l'a remis, un peu reculé. Donc le crépissage, une fois qu'on a enlevé le moule, voilà, là je suis en train de peindre. Ça c'est des photos que j'ai prises moi-même avec un trépied pour avoir comme des souvenirs. Et puis on ramène la stèle. Avec Marmotte, avec des moyens, vous voyez, avec des moyens, voilà. Mais quand on veut, on peut. Il suffit juste d'avoir la volonté. Donc là, on s'était cogité avec le copain, parce que là, je ne pouvais pas le remettre tout seul. Donc on en fait des robes. Ça a été parfait. Voilà, là, on la met en place. Là, on a M. Bringard, qui est là, d'ailleurs, qui était venu m'aider, parce qu'il a dit « Oh, comment je voudrais bien dire ». Donc il est venu m'aider, c'était sympa. On a remis la stèle en place. Et là, on a quand même autre chose. On a quand même autre chose. Et ça n'a coûté rien. De machin. Mais, il y a un mais. Après, on s'est intéressé. Qui était Jean-Marie Bassetti. Qui a mis cette stèle? Eh bien, Jean-Marie Bassetti, c'était ni plus ni moins que le beau-fils de Fulgence Bienvenu, fondateur du métro parisien. Oui. Et on pense que ça doit être lui qui a dû... Parce qu'ils avaient des moyens colossaux. Hein. Fulgence Bienvenu, c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'était le Léonard de Vinci de l'époque. Hein, c'est le fondateur du métro parisien. Il avait, à 60 ans, il voulait s'engager dans l'armée en 1914.
Il leur dit non, non, vous êtes trop précieux à la maison. Oui. Et Fulgence Bienvenue, il était célibataire. Et il avait une gouvernante qui était veuve, qui avait déjà 3 enfants, dont Jean Bassetti. Jean Bassetti. Et Jean Bassetti, bon, Fulgence Bienvenue a certainement dû payer des études, il est devenu officier, et malheureusement, ça s'est mal terminé pour lui là. Hein. Et donc, Jean Bassetti, quand il s'est tué, il a été enterré une première fois dans le cimetière de Dannemarie, ici, et par la suite, il a été transféré avec son beau-père au Père-Lachaise. Oui, il est au Père-Lachaise. Si vous allez au Père-Lachaise, vous allez voir Fulgence Bienvenue, qui est quand même un homme important, avec Jean Bassetti. Oui, il a fait rapatrier son... Ouais. Donc, vous voyez, des fois, c'est le hasard, finalement. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que c'était Bassetti, j'ai appris plein de choses, alors qu'on part d'une ruine, finalement. Oui. Mais c'était quand même intéressant. C'était quand même intéressant. Donc, voilà un peu le... Oui, elle est quand même magnifique. Hein. Même aujourd'hui encore, si je ne vais pas l'entretenir, c'est le fouillis. Oui. On s'est déjà battu avec le Souvenir français. D'ailleurs, c'est là que j'ai quitté le Souvenir français. Après 15 ans que j'avais fait, toujours en tant que bénévole, je n'ai jamais demandé un seul centime et je n'ai jamais eu d'aide. Il y a un moment donné, avec 15... Pourtant, il y a des gens extraordinaires. Je ne veux pas critiquer, il y a des gens extraordinaires. Mais dès qu'on monte, malheureusement, ce n'est pas ça. Hein. C'est bien que quand j'ai eu terminé, j'ai pris ma carte avec... Je l'ai coupée en deux, j'en ai envoyé une au directeur, enfin au président départemental d'Alsace, et puis une ensuite, en leur disant bien que je les remerciais pour toute l'aide qu'ils m'avaient apportée, c'est-à-dire aucune. Point. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Oui. 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 Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une tempête. C'était une tempête qui a désarçonné. Il y a eu plusieurs ballons qui sont tombés. Non, c'était pas un peu, c'était beaucoup de vent. C'était une tempête. Non, c'était une tempête. Parce qu'on a eu, quand on a recherché avec le copain, on avait des témoignages de personnes qui avaient vu un ballon en flammes, qui disaient que c'était un avion. C'est vrai que le témoignage, il était réfutable. Mais ce n'était pas le bon ballon. Parce qu'il y avait un ballon qu'ils avaient mis à Romagny. Et ce ballon-là, c'est vrai, quand ils l'ont monté, 1 heure après, il y a un avion allemand qui est arrivé, il a descendu. Et la dame, elle montait la côte de Manspach, c'est là qu'elle a vu ce ballon-là. Donc elle avait confondu avec celui de Bassetti. Non, Bassetti, on a tout. On a tout. Aux archives, ils ont tout. On sait très bien. Hein. Par contre, pourquoi il y avait une faute d'orthographe, ça, on ne sait pas. Est-ce que la plaque entre-temps a été changée? On ne sait pas. Ils ont essayé. Mais ils ont essayé parce que le ballon, quand il est dans tous les sens, comme ça, le treuil, il ne suffit plus. Donc, ils ont ce qu'ils appellent les tiraudes. Les tiraudes, ils mettent tous les hommes au pied, puis ils le tirent. Mais un ballon qui est désarçonné, puis après, il s'est arraché. Et lui, il a été désarçonné, il s'est bien cramponné à la nacelle comme il pouvait. Et là, vous ne pouvez même pas sauter en parachute. Vous ne pouvez pas, tellement que c'est basculé. Il y a eu plusieurs aérostiques qui ont été tués ce jour-là. Ouais. Une vingtaine, à hauteur quand il est tombé, à peu près 20 mètres quand il est tombé. Mais 20 mètres, c'est la hauteur de ça. Il avait presque ramené, il était presque ramené. Oui. Après qu'il tombe de 100 mètres ou de 20 mètres, le résultat est le même. Il y était presque, puisqu'ils étaient ce qu'ils appelaient aux tiraudes. Je dis, ils mettent tous les gars derrière, ils tirent le cam. Parce que le treuil, à un moment donné, il ne suffit plus. Ouais. Non, c'est exactement, c'est Bassetti. Mais derrière, c'est quand même une belle histoire qu'on a trouvée. Oui. Comme quoi, ça valait quand même le coup de restaurer cette stèle. Ah oui. Après, ce qui est dommage, c'est que le monument de Seppois n'est pas restauré, quoi. Si on ne le fait pas nous-mêmes, je crois qu'on ne le fera jamais. Quoi. Bon, je crois que j'en ai à peu près terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Oui? Oui? Ça vous a plu? Merci bien. Vous voyez, la seule image de Bassetti qu'on a, c'est celle-ci. On n'en a pas d'autre, c'est la seule image qu'on a. On va la copier au musée. Hein. Oui, c'est cette photo-là. Le bonhomme qui a mis des moustaches. Ah oui. Non, c'est Bassetti. Ah. Mais il y avait une erreur, hein, parce que dans la liste que tu avais, c'était 51e. Ah, peut-être c'est 55e. Et ça, c'est 55e. Oui, mais tu vois là, on a un numéro, 55e. La liste officielle que tu avais, il était marqué. Oui, 51e, oui. Mais je crois qu'il a dû changer de... Parce qu'au début, il était à Elbach. Puis d'Elbach, ils étaient trop bas. Donc, ils l'ont remonté au-dessus parce que c'est beaucoup plus haut. Ici, ils ont une meilleure vue déjà. Hein. C'est possible. Oui, ils font partie de l'artillerie. Oui, ils font partie de l'artillerie. Voilà. Non, c'est l'artillerie. Ils font partie de l'artillerie. Ouais. Pas d'autres questions alors ?